J'apprécie énormément votre travail. En tout cas, de la perspective du commun qui est la mienne, tu es le seul philosophe que je sache qui parle d'économie contributive. Et donc, je trouve qu'il y a encore toujours très très peu de penseurs qui réfléchissent à ce que j'appellerais moi un changement de régime de valeurs. Donc, quelque chose de quand même très très profond. Et donc, la première question, c'est un peu de voir comment tu vois la transition dans sa radicalité. Est-ce que c'est un changement à l'intérieur du capitalisme? Est-ce que c'est un changement beaucoup plus profond? Enfin, comment est-ce que tu vois cette mutation, cette transition et quel est le problème clé à laquelle ton travail s'attelle? Alors, ce que je crois, ce que nous croyons, parce que comme tu l'as dit, nous sommes un collectif en fait, donc moi je travaille jamais tout seul, et aujourd'hui il y a 3 collectifs qui sont mobilisés, c'est Ars Industrialis, l'Institut de recherche et d'innovation et le collectif Internation Genève 2020, voilà, qui sont 3 niveaux différents, avec un territoire par ailleurs qui est un laboratoire maintenant pour nous, donc c'est important parce que nous avons aujourd'hui des partenaires sur un territoire, ces partenaires aussi bien des habitants de cité HLM que des grandes banques, des associations, Benjamin Coria, par exemple, avec lequel nous discutons et dont j'espère bien qu'on va réussir à concrétiser quelque chose très bientôt avec lui parce qu'il est à Paris 13, que c'est le territoire de l'Université Paris 13, de l'Université Paris 8, avec Yves Citon aussi, et beaucoup d'autres. Alors, nous, ce que nous croyons, c'est que l'enjeu fondamental, c'est une mutation du savoir. Ça peut sembler très étrange, ça peut sembler complètement abstrait et théorique, et c'est théorique en effet, et c'est en effet abstrait, mais la comptabilité en économie, c'est extrêmement abstrait, et on ne peut pas changer l'économie si on ne change pas les abstractions. L'économie, en tout cas l'économie monétaire, c'est-à-dire l'économie de marché, pas simplement du marché capitaliste, mais bien avant, est basée sur ce que Marx lui-même d'ailleurs appelait l'abstraction. Voilà. Le travail abstrait, etc., etc. Il faut être capable de compter. Aujourd'hui, on compte avec de très mauvaises équations. Et en plus, on compte en croyant que tout peut être compté. Or, il y a des choses qu'on ne peut pas compter. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. L'amour d'une mère pour son enfant, par exemple, ça n'a pas de prix. Voilà. L'enfant pour la mère n'a pas de prix, etc., etc. Je dis ça parce qu'on travaille beaucoup avec des mères de famille en ce moment, avec des enfants qui ont été intoxiqués par des smartphones, et on y travaille de manière très féconde, c'est absolument formidable ce qu'on fait avec ces gens-là. Mais ce que nous pensons, c'est que la théorie de la valeur, c'est ce que tu as employé le mot valeur à l'instant, Michel, la théorie de la valeur qui, disons, grosso modo, pour les gens qui font de l'économie politique au sens moderne, démarre avec Adam Smith. Bon, il n'y a pas que Adam Smith, mais on pourrait dire que c'est le point de départ, Adam Smith. Eh bien, il faut la changer complètement. Nous pensons que la théorie de la valeur d'Adam Smith est dépassée. Pour une raison très précise, c'est qu'elle est basée sur la physique newtonienne. Or, le monde physique n'est pas du tout newtonien. Il l'est, mais localement et dans certaines réductions du système dynamique qu'est l'univers. Newton ne savait absolument pas que l'univers était un système dynamique. Donc, ça pose quand même 1000 problèmes. L'univers est un système dynamique, le système solaire est un système dynamique, et la biosphère est un système dynamique, et chacun d'entre nous est un système dynamique. Donc, nous disons qu'il faut inscrire d'abord les mathématiques de Poincaré et d'une façon plus générale, les mathématiques des systèmes dynamiques dans l'économie, premièrement. Et deuxièmement, il faut faire une transition, en effet, par des voies expérimentales. Nous ne croyons absolument pas à des décrets ou à des décisions macroéconomiques qui sortiraient comme ça du chapeau du président de la République française ou de je ne sais où. Nous pensons qu'il faut expérimenter, mais par contre, pour expérimenter, il faut des hypothèses, il faut des concepts, il faut des méthodes. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce programme, le territoire apprenant contributif de Pleine Commune, qui tourne depuis maintenant 2 ans et demi, avec des résultats sur le champ que je viens d'évoquer extrêmement positifs, sur d'autres champs très encourageants, sur d'autres champs difficiles, on a du mal parce qu'on rencontre évidemment des résistances, des obstacles de tout genre d'ailleurs, qui peuvent être patronaux, syndicaux, administratifs, etc. Mais ça, tout le monde connaît, tous les gens qui ont fait un peu de terrain savent ça. La
le deuxième point, c'est effectivement de développer une économie contributive qui consiste à rémunérer et à valoriser le travail plutôt que l'emploi. Nous pensons que l'emploi diminue, même quand il y a des statistiques qui disent l'emploi a augmenté ce mois-ci, c'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est vrai dans une notion d'emploi qui n'est pas du tout celle de Keynes. Pour Keynes, l'emploi, c'était protégé sur le plan social, formation professionnelle, congé, éducation des enfants. Enfin, c'était un emploi très protégé qui donnait un vrai pouvoir d'achat et une solvabilité au marché comme à l'employé. Voilà. Aujourd'hui, on dit emploi quand un type gagne 2 euros par heure de l'heure. Donc, c'est pas du tout un emploi, ça. C'est un esclavage. C'est beaucoup plus proche de l'esclavage que de l'emploi. Donc, nous pensons que l'emploi diminue drastiquement partout dans le monde. Alors, évidemment, il y a des endroits où il peut augmenter, ça peut arriver, parce qu'il y a des opportunités, comme on dit dans le monde des affaires, mais en moyenne, il baisse. De toute façon, c'est ce que dit l'OCDE. Le dernier chiffre de l'OCDE, c'est 14% en moyenne sur l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc, il faut se faire absolument aucune illusion par rapport à ça. Et nous pensons qu'il faut redistribuer de la valeur parce que sinon les marchés ne sont plus solvables. Mais dans cette redistribution de valeur, et c'est là qu'on peut faire converger, disons, la justice sociale et l'écologie, eh bien, il faut valoriser tout ce qui lutte contre l'entropie. Nous décrivons, nous sommes matheux, physiciens, biologistes, etc., épistémologues, philosophes, et donc nous essayons de décrire les choses avec des concepts, voilà. Si on décrit l'anthropocène, c'est une augmentation d'entropie dans tous les domaines. Donc, il faut que la valeur soit redéfinie comme on valorise ce qui lutte contre l'entropie, c'est-à-dire qui va permettre au système de durer, tout simplement. Ça, c'est tout à fait possible. On a réussi à embarquer dans cette aventure aussi bien des habitants, qui sont parfois... il y a 140 nationalités, pleine commune, donc c'est beaucoup d'immigrés. Les gens ne connaissent pas ce projet, donc il faudra peut-être l'expliquer. Oui, comme le territoire sur lequel vous travaillez, donc les deux peut-être. Alors, le territoire sur lequel... Pourquoi s'agit-il à Saint-Denis? Alors, c'est sur le territoire de pleine commune. C'est en train de s'élargir à l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, cela dit, parce qu'on maintenant on commence à aller sur Clichy-sous-Bois et d'autres espaces comme ça. Et on discute maintenant avec Stéphane Troussel, qui est le président du département. Donc, on commence à travailler au niveau du département. On a commencé à discuter il y a 3 ans et demi, 4 ans, avec le président de pleine commune, Patrick Brauzek, qui avait suivi les résultats d'un colloque que j'avais fait au Centre Pompidou il y a plus de 5 ans sur l'automatisation, à la suite du rapport de MIT de 2012 et puis celui d'Oxford, qui avait repris les concepts, les chiffres du MIT, mais en les appliquant non pas simplement aux États-Unis, mais à toute l'Europe. Et voilà, ce que je viens de vous dire là, c'est ce que j'avais soutenu dans ce colloque. Ça a été soutenu par des industriels qui étaient présents, on dit c'est tout à fait rationnel comme discours, donc ça nous intéresse. Et le président de pleine commune a dit, moi ça me concerne beaucoup. Il y a beaucoup de chômage, les moins de 25 ans à l'époque, il était 38% au chômage en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, il serait autour de 50. Voilà. Évidemment, après, on s'étonne qu'il y a des difficultés en Seine-Saint-Denis. Bon, quand vous avez la moitié d'une classe d'âge qui ne trouve pas de travail et qui est adulte, il ne peut y avoir que des très gros problèmes. Donc, nous avons engagé une discussion avec les 9 communes pour expliquer un petit peu ce que je viens de dire. Voilà. Il va y avoir une baisse de l'emploi et il faut faire de l'automatisation une chance. Il faut faire une chance de l'automatisation. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. Nous travaillons maintenant dans le bâtiment avec un architecte qui a fait sa thèse sur l'argile, l'utilisation de l'argile dans la construction ultra-moderne. Pas pour la construction de petites maisons, etc., pour construire des buildings. Voilà. L'argile crue, je veux dire, je ne parle pas de briques. Voilà. L'argile crue, aujourd'hui, si on utilise des robots, on peut l'exploiter. Aujourd'hui, dans le bassin parisien, l'argile crue, elle est considérée comme un déchet. Donc, on la transporte dans l'Aisne, dans l'Oise, en Picardie, etc. Ça coûte extrêmement cher, ça produit énormément de CO2 et c'est jeté. Enfin, ça sert à faire du remblai, voilà, pour faire des autoroutes et des machins comme ça. Nous, maintenant, nous disons, et si on faisait de l'argile crue un matériau noble qui remplacerait le béton, qui est bien meilleur sur le plan thermique, en faisant en sorte, évidemment, de protéger contre l'humidité, parce que c'est le défaut de l'argile crue, ne supporte pas la pluie, mais on peut très bien protéger l'argile crue aujourd'hui.
Donc, on dit à ce moment-là, on va bâtir des bâtiments formidables. Moi, je connais un peu le sujet parce que j'enseigne aussi en Chine et l'architecte qui a construit le campus sur lequel j'enseigne, qui est d'ailleurs un campus magnifique, il a eu le prix mondial de l'architecture, il utilise l'argile crue. Voilà. Et je peux vous dire qu'il pleut en Chine. Hein. Bon. Donc, on peut très bien utiliser l'argile crue, mais ça demande beaucoup de métiers, beaucoup de savoir. Et ça, c'est la base de ce que nous disons. C'est le savoir. Alors, le savoir élever ses enfants, savoir travailler l'argile crue, savoir faire la cuisine, ou savoir faire une comptabilité nouvelle. Hein. C'est les savoirs qui vont faire la transition. Aujourd'hui, l'industrie est basée sur la perte de savoir. J'avais publié un bouquin, La société automatique. Le premier chapitre est consacré à un discours d'Alan Greenspan qui dit « Je ne sais plus rien ». Et plus personne ne sait plus rien. On ne sait pas comment ça marche, les algorithmes. C'est pour ça qu'on ne peut pas contrôler le dispositif. Et donc Greenspan lui-même est prolétarisé. Parce que perdre son savoir, Marx avait décrit ça en 1848, c'est être prolétaire. Un prolétaire, c'est pas quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui a perdu son savoir. En général, du coup, il devient pauvre. Voilà. Aujourd'hui, nous disons il faut déprolétariser. Alors, on a du mal, évidemment, quand on a affaire à des partis extrême gauche qui ont passé leur vie à le prolétariat, qui est la classe révolutionnaire, on a un peu de mal à se comprendre. Mais petit à petit, ça vient. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire, en utilisant aussi les concepts d'Amartya Sen, la recapacitation, voilà, parce que déprolétariser, c'est réencapacité. En fait. Et évidemment, nous nous appuyons, comme toi, Michel, sur le logiciel libre. Au départ, notre modèle, notre matrice, c'est le logiciel libre. Parce que le logiciel libre, ça repose sur la capacitation de tous les partenaires. Voilà. Donc, c'est ça que nous développons. On le développe aujourd'hui sur 6 chantiers. D'abord, le soin des enfants, parce qu'il y a une épidémie, les gens s'en rendent pas encore vraiment bien compte, mais il y a une épidémie mondiale d'intoxication des tout petits enfants par les smartphones, et ça touche des millions, même des centaines de millions d'enfants. C'est extrêmement grave, voilà. Donc nous avons démarré une clinique. Maintenant, beaucoup de gens viennent nous voir et voudraient qu'on généralise ça. Et nous disons, on ne peut pas généraliser comme ça. C'est pas un truc administratif. Il faut mobiliser un quartier, il faut en capaciter les habitants, il faut faire que les habitants travaillent avec les puéricultrices, avec les médecins, etc., etc. Donc ça demande du temps. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on y travaille. Et par ailleurs, nous pensons qu'il faut absolument développer cela dans le bâtiment, dans l'énergie, dans le recyclage. Et là, je parle de choses très concrètes qui sont en Seine-Saint-Denis, parce que si on était à Neuilly, ce ne seraient pas les mêmes objets. Si on était à New York, ce ne seraient pas les mêmes objets. Autrement dit, la localité est fondamentale. Alors, ça, j'aimerais bien comprendre. Donc, tu parles d'entropie, qui est un problème quand même de matière-énergie, et tu poses comme solution le savoir. Quelque chose qui est quand même immatériel. Donc, comment est-ce que ça s'agence, en fait? Et Alors, la relation entre le monde matériel et le ouais. monde immatériel. Et le lien. Ouais. Savoir et lien, ce que vous dites. Oui, oui. Alors, pardon. Non, Allez-y. c'est bon. D'accord. Alors, l'entropie, c'est évidemment matériel, mais c'est pas seulement matériel. C'est un rapport. L'entropie, c'est pas une substance. L'entropie, c'est un rapport entre 2 systèmes qui ont une différence de potentiel sur le plan thermique, par exemple. Donc, ils vont créer un mouvement d'un système vers l'autre. Voilà. Donc, c'est un rapport, en fait. C'est pas simplement substantiel. Voilà. C'est pas simplement matériel, je veux dire. Par ailleurs, nous employons le mot entropie pas seulement au sens de la thermodynamique. C'est la thermodynamique qui constitue le point de départ. Mais quand on lit ce que Schrödinger dit du vivant, ben c'est plus simplement le vivant, c'est plus simplement l'entropie thermodynamique, c'est l'entropie de la vie et de la mort. La mort, c'est l'entropie, et la vie, c'est la négantropie. Donc, et dans ce cas-là, l'entropie, c'est la destruction de la biodiversité. C'est toujours matériel, mais c'est une matière vivante. Et puis, troisièmement, il y a l'entropie informationnelle. Le crétinisme de masse actuel, qui est malheureusement une réalité dans laquelle on est tous pris, d'ailleurs, personne n'échappe à ça, hein, parce que nous sommes crétinisés par nos smartphones. Nous tous, ou presque tous, nous avons tendance à aller voir notre smartphone sans même savoir pourquoi on le fait. Et c'est comme ça. Et c'est en plus une exploitation stratégique et systématique de nos comportements pulsionnels et obsessionnels et automatiques. Voilà. Eh bien, ça, c'est de l'entropie informationnelle. C'est pas ni thermodynamique ni biologique, c'est informationnel. Maintenant, évidemment, il y a des équations communes entre tous ces domaines, et c'est pour ça qu'on peut faire des corrélations entre ces domaines-là. Oui. Et même une entropie émotionnelle qui se traduit par une fin du dialogue
et on fait émerger une violence parce qu'il n'y a plus de rencontre, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de dialogue, une espèce d'affrontement d'émotions qui sont immatures et qui vont provoquer de la violence et qui contribuent elles aussi à de l'entropie, mais c'est encore une autre forme d'entropie, c'est une entropie émotionnelle. Ouais, alors nous, on l'appelle l'entropie psychosociale, qui est en général générée par l'entropie informationnelle, mais je suis tout à fait d'accord. En fait, en ce moment, on a un groupe qui s'appelle Pharmacon.fr qui travaille sur le concept de ce que nous appelons la néganthropologie. Et nous disons qu'il faut passer de l'anthropocène au néganthropocène. Et pour ça, il faut développer un collectif de savoir transdisciplinaire que nous appelons la néganthropologie. Voilà. Alors, l'entropie, par ailleurs, qui est un rapport, donc d'abord, dans tous les cas, c'est un rapport, ça se traduit toujours par des organes, voilà, par des organisations et des organes. Alors, il y a des organisations qui ne sont pas organiques. Par exemple, le système solaire est organisé, mais il n'est pas organique. Voilà. Donc, c'est pas une organisation au sens de la marque, des organismes, mais par contre, c'est stable. C'est-à-dire, enfin, c'est métastable. Il y a le Soleil, autour du Soleil, il y a des planètes, etc., etc. Et ça a une stabilité, même si cette stabilité est dynamique. C'est-à-dire que il y a une usure, il y a l'entropie, justement, thermodynamique, qui fait que de toute façon, le système solaire évolue vers son refroidissement, comme d'ailleurs tous les systèmes de l'univers. Après, il y a des organisations donc vivantes, et puis il y a des organisations artificielles. Un ordinateur, par exemple, ou une société, c'est une organisation artificielle. Et cette organisation, à la différence des organisations naturelles, que sont les organes que décrit Schrödinger, qui eux sont spontanément négantropiques, sauf quand ils tombent malades, cancer ou infection, etc. Mais normalement, ils sont spontanément négantropiques. Eh bien, l'ordinateur, il n'est pas du tout spontanément négantropique. Il est même généralement beaucoup plus anthropique que négantropique au départ. Il faut développer un savoir pour le rendre négantropique. Voilà. Et ça, c'est la fonction que nous attribuons au savoir, c'est-à-dire au travail. Pour nous, travailler, c'est développer un savoir. Élever son enfant, travailler l'argile, résoudre des équations de maths, jouer au foot. Voilà. Tout ça sont des savoirs qui produisent de la négantropie. Voilà. J'écris ici négantropie avec un A et un H. C'est de la néganthropologie. Nous pensons qu'aujourd'hui, ça peut produire une économie et que, alors évidemment, avec un problème très spécifique, c'est que cette économie, elle doit articuler des échelles. Parce que la négantropie, pour des raisons qu'on connaît bien depuis Schrödinger, elle est toujours locale. Donc, elle est toujours d'abord micro-économique. Et je dis même, moi, nano-économique. Ouais, ça, c'est un problème je me pose des questions par rapport à ton travail. Donc, tu parles de localité, tu parles d'expérimentation, mais tout ça sont des choses qui, a priori, ne se mettent pas facilement en échelle. Alors qu'on est quand même face aussi à un problème de structure mondiale. Donc, comment tu vois cette mise en échelle du local, de l'expérimentation vers un changement qui va quand même devoir être assez massif? Oui. Eh ben, nous pensons qu'il faut passer des accords avec des acteurs multi-échelles. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire en Seine-Saint-Denis d'ailleurs. Hein. Nous avons disons que nous sommes en train d'expérimenter quelque chose qui s'appelle les instituts de gestion de l'économie contributive et qui sont des instituts locaux, c'est-à-dire qui définissent avec des collectifs d'habitants, d'acteurs économiques, d'associations, etc., des intérêts communs sur lesquels le but est de valoriser un patrimoine local. Voilà. Ce que j'appelle patrimoine, c'est pas les musées, hein, c'est la population, c'est les enfants, c'est tout ça. C'est l'argile, par exemple. L'argile, c'est un patrimoine local de la région parisienne, voilà, comme le calcaire. Et on va décider de valoriser telle chose et on va négocier des conventions collectives territoriales en essayant de passer des accords. Et ces accords, eh bien, il s'agit de les passer en réseau, c'est-à-dire de créer des réseaux de localités, d'abord, avec d'autres localités, des localités qui n'ont pas d'argile, mais qui ont des choses que nous n'avons pas. Bon, ça, c'est la base du commerce. Mais aussi de le faire avec des acteurs économiques de très grande portée, de niveau international, des entreprises transnationales, comme on les appelle aujourd'hui, qui comprennent qu'elles peuvent apporter une valorisation et prendre une partie de la valeur, parce que c'est normal, si elles participent à la valorisation, elles doivent prendre une partie de la valeur, mais pas tout, et qu'elles doivent intégrer dans leur compte la localité.
la valeur de la localité. Et ça, nous sommes aujourd'hui très concrètement en train d'y travailler avec 3 banques. La Caisse des dépôts et consignations, la Société Générale et le Crédit du Nord. Voilà. Et donc, et je compte bien en discuter avec le Crédit Coopératif bientôt. Parce que je trouve que c'est dommage que le Crédit Coopératif soit pas dans cette affaire-là. On l'avait déjà invité il y a quelques années, mais ils n'avaient pas compris. C'est quand même bizarre. La Société Générale avait mieux compris que eux. Voilà. Bon, maintenant, je pense qu'on a des résultats, donc on va en reparler. Mais ce que nous disons, c'est que bien entendu, il y a des compromis à passer. Alors, parce que vous me posiez la question tout à l'heure, comment je vois la transition, sortie du capitalisme ou pas. Moi, je crois pas à la sortie du capitalisme pendant cette période de transition. Je pense que cette période de transition va nécessiter qu'on se serre les coudes très fortement entre gens lucides. Voilà. Entre gens lucides et bienveillants et de bonne volonté, chacun voulant avoir du travail, faire ce qui l'intéresse, etc. Et puis, si quelqu'un a une entreprise et gagne beaucoup d'argent, il n'aura pas envie de tout perdre. Voilà. Peut-être qu'il faudra qu'il accepte de perdre un peu, voilà, pour gagner dans le temps. Voilà. Beaucoup de ces entreprises, aujourd'hui, dans le top management, quand on va discuter avec les patrons, beaucoup savent que c'est pas durable ce qu'ils font. Beaucoup savent que, parce que Greta Thunberg, par exemple, elle convainc beaucoup plus de monde qu'on ne le croit. Et beaucoup savent que ça ne peut pas durer, mais ils peuvent pas le dire, ils savent pas comment faire. Donc, du coup, ils veulent pas en entendre parler. Nous, on essaie d'ouvrir des voies pour dire, voilà comment on pourrait faire. Voilà, ça veut pas dire on sait tout, mais on prouve qu'on peut créer des trucs de bonne volonté et qu'on arrive à articuler des grandes entreprises avec des intérêts locaux. Après, ça ne veut pas dire qu'on renonce tous à son point de vue. Moi, j'ai toujours combattu le capitalisme, donc c'était mon point de départ. Mais par contre, comme je l'ai combattu pendant très longtemps et que je vois que ça fait 67 ans que je me fatigue, enfin un peu moins parce que je suis rentré dans le militantisme à 16 ans, donc ça fait 51 ans que je me fatigue et que c'est de pire en pire, je me dis que peut-être on s'y prend pas très bien. Voilà. Donc, et que je pense, moi, il faut négocier en fait. C'est ce que j'appelle le nouveau grand compromis historique avec des acteurs du capitalisme qui ont d'un vrai savoir, parce qu'il y a des gens qui ont un vrai savoir dans le monde capitaliste, et ça c'est extrêmement important, et deuxièmement, qui sont lucides et qui sont de bonne volonté, voilà, qui sont prêts à prendre un peu de risque, voilà. Donc, voilà, dans ce contexte. Alors, après, est-ce que le capitalisme durera? Ça, je ne crois pas. Rien ne dure de toute façon. Même l'homme ne durera pas, même le système solaire ne durera pas. Donc, je ne vois pas pourquoi le capitalisme durerait. Mais c'est pas mon problème aujourd'hui. Mon problème aujourd'hui, c'est de faire que l'économie dure, voilà, et que la vie dure, voilà, et que ce soit autant que possible pacifique. Voilà. Moi, il m'arrive aussi de présenter cette démarche en Seine-Saint-Denis comme la négociation d'un traité de paix économique. Parce que ce qui détruit le monde aujourd'hui, c'est la guerre économique, qui est extrêmement grave. Ça détruit beaucoup plus que les guerres mondiales du XXe siècle. C'est incomparable. Les quantités de destruction sont absolument incomparables. Et ça ne peut plus, parce qu'en plus, ça va générer inévitablement la guerre militaire. Si on ne calme pas cela, on va évidemment au conflit militaire. Voilà. Donc, et là, la guerre militaire, c'est de l'entropie ultra violente, c'est-à-dire à très très grande vitesse, on tue des gens, on détruit des villes, etc., etc. Et là, on pourrait détruire la planète en totalité en quelques heures. Donc, voilà l'enjeu. Et on voit qu'il y a certains acteurs, comme par exemple Trump, qui très délibérément poussent vers ce choc des civilisations. Bien sûr. Là, c'est clair et net, puisque les budgets européens de la défense ont été clairement augmentés parce que Trump l'a demandé. Donc, on a d'un côté, on en a eu discuté avec Michel par ailleurs, on a d'un côté délibérément une conflictualisation des communautés, séparation des communautés pour que surtout elles se clivent et qu'elles se heurtent, pour légitimer après coup ceci, ajouter à la migration, qu'il va être légitime de résoudre les problématiques par des conflits armés. Donc effectivement, ce que j'entends que vous dites, c'est que ces réponses locales, territoriales, enchantant quelque part les savoirs et les transmissions et les liens entre les acteurs, serait une solution pour sortir de ces potentialités de destruction et d'économie et de guerre économique. C'est ça que et, oui, tout à fait. Ce serait des démonstrations qu'il y a des possibilités. Voilà. Sachant que ça varie énormément selon les cultures, selon les pays, selon les spécificités géographiques, géologiques, etc., etc. Donc, il n'y a pas un modèle comme ça. Non, il y a des théories de base qui viennent de la physique, des maths, de la biologie. Et d'autre part, il y a une méthode de travail, parce que nous avons une méthode de travail. Sur le territoire de Plaine Commune, nous avons demandé 10 ans.
Et moi, j'en ai fait une condition. C'est 10 ans ou rien. Si vous ne me donnez pas 10 ans, je ne ferai rien du tout. Voilà. Parce qu'il s'agit de transformer une génération, en fait. C'est au niveau d'une échelle. L'échelle, c'est une génération, l'échelle de temps. Apprendre, par exemple, aux mômes de la Seine-Saint-Denis, à l'âge de 8 ans, qu'ils ont un avenir. Et que l'avenir, c'est pas forcément de dealer, de rentrer dans le djihad ou de je sais pas quoi. Parce que malheureusement, c'est ce qu'ils se disent, hein, voilà, qu'ils n'ont pas d'avenir. Et malheureusement, c'est vrai. Et donc, il faut changer cette vision des choses et que l'avenir, c'est pas devenir footballeur, quoi. Parce que beaucoup disent, bah, le seul truc, c'est comme à Harlem, les boxeurs autrefois. Hein, bon. Le seul avenir légal qu'on puisse avoir, c'est de devenir footballeur. Bon. Non, il y a un footballeur sur 10 millions, quoi, qui peut peut-être se professionnaliser. Donc, il faut pas raconter d'histoire. Par contre, nous pensons, bah, par exemple, en ce moment, nous lançons un programme très, très important avec le rectorat de Créteil, donc toute la région parisienne, sauf Paris, et où nous sommes en train d'étudier les transformations des techniques de construction du bâtiment avec les technologies numériques qu'on appelle le Building Information Modeling. On est en train de lancer une prise de tout le chantier de la Seine-Saint-Denis qui est en cours à cause des Jeux Olympiques. On est en train de le mettre sous Minecraft et on mobilise des établissements scolaires avec les mômes pour qu'ils s'approprient tout ça avec des architectes et qui deviennent prescripteurs et sur les emplois de tout ça, mais aussi pour comment on le fait. Parce qu'il va falloir requalifier, reconvertir, comme on dit, ces bâtiments sportifs, enfin, ces équipements sportifs, le village olympique, etc. C'est énorme, hein, le monde entier va venir à Saint-Denis, donc ça implique de très grosses constructions. Mais comment on fait pour que les habitants ensuite récupèrent tout ça et y trouvent du boulot? Voilà. Eh bien, on est en train de mobiliser les mômes pour qu'ils deviennent, les mômes, leurs profs, leurs parents, leurs élus, leurs administrations, pour qu'ils deviennent des grands spécialistes du Building Information Modeling. Voilà. Tout le monde en parle du Building Information Modeling, mais pas grand monde y travaille vraiment. En Europe en tout cas. Donc nous pensons, alors je dis Building Information Modeling, mais c'est pas seulement ça, il y a aussi d'autres modèles, d'autres démarches industrielles qui sont pas sur cette norme-là, mais peu importe, c'est une tendance qui va vers la robotisation du bâtiment. Et comment on fait que cette robotisation du bâtiment permette de faire des bâtiments de bien meilleure qualité en donnant du travail à moi j'appelle ça les nouveaux compagnons du bâtiment. Voilà, nous travaillons dans ce registre-là de réencapacitation du territoire.